Bonjour à tous. Les affaires se multiplient, les montants dérobés s'envolent. On va s'intéresser au piratage de crypto aujourd'hui pour voir quelles sont les techniques des pirates et des hackers malveillants et puis surtout comment se protéger avec les conseils d'experts. Ce sera notre sujet aujourd'hui à la une de Smart Tech. On aura aussi un regard sur l'Apple Watch qui vient de fêter ses 10 ans. Eh bien, quelles sont ses perspectives et son évolution? Mais d'abord, 3 questions sur un partenariat autour de la donnée dans la santé. C'est tout de suite dans Smart Tech. Je suis en compagnie de Nicolas Volikoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur, CEO de Cure 51. C'est une société française dans le secteur de la biotech qui s'appuie notamment sur l'expertise de 4 centres d'oncologie. Vous êtes donc spécialisé dans la lutte contre le cancer. Pour cela, vous avez mis en place un système de partage de données. Voilà, ce qui crée une collaboration publique-privée qui, je crois, est vraiment le socle de votre projet. Déjà, expliquez-nous comment fonctionne ce système de partage de données, ce qu'il a de particulier, comment vous avez pu créer la confiance avec ces centres hospitaliers aussi. Merci de me recevoir. Le système de partage de données, en fait, il est très collaboratif puisque nous, on s'intéresse à une population très spécifique. Ce sont les survivants exceptionnels du cancer. Donc, c'est les patients qui sont diagnostiqués en phase terminale de cancer très agressif, pour lesquels les chances de survie sont infimes. On parle de moins de 2% des patients qui survivent. Et contre toute attente, ils vont déjouer les pronostics et survivre. On les appelle les miraculés du cancer. Et donc, pour identifier ces patients, on est obligé de s'associer à des hôpitaux, en effet, puisqu'ils sont très rares. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les hôpitaux nous aident à identifier ces patients. Et avec la collaboration de ces hôpitaux, on va rapatrier toutes leurs données. Donc, leurs données cliniques, leur imagerie, leur biologie, et surtout les tumeurs et les tissus. Aujourd'hui, on rapatrie des tissus et des tumeurs de plus de 42 pays dans le monde. Donc, c'est un projet qui n'est pas uniquement français, qui est très international. Et en effet, la confiance qu'on a réussi à instituer avec les hôpitaux fait que on va prendre leurs données, on va les analyser. Donc, on va faire ce qu'on appelle du séquençage moléculaire. On va analyser toutes les couches génomiques des tissus des patients qui nous font parvenir et on va leur restituer les résultats. Et ensuite, on va engager une collaboration scientifique entre eux et nous, donc leurs experts et les nôtres, pour essayer de trouver la cause de survie de ces patients et demain développer des nouveaux médicaments qui sont basés sur cette biologie exceptionnelle des survivants. Alors, j'ai vu que votre vision d'ici à 10 ans, c'est de rendre tous les patients survivants. C'est possible ça ou c'est vraiment la punchline Ouais, c'est un peu les deux. Non, de votre deck? Je pense qu'il y a quelque chose qui est très spécifique et qu'on est les premiers à faire, en tout cas à une telle échelle. C'est que plutôt que de s'intéresser aux patients qui décèdent, on s'intéresse à ceux qui survivent. Donc on sait que ces patients ont survécu. Comme on dit dans le jargon, il y a un outcome. Voilà, c'est pas juste de l'incantation, on sait qu'ils ont survécu. Oui. Notre métier, nous, c'est de comprendre pourquoi. Ça, c'est le premier challenge. Et ensuite, et c'est là que ça devient encore plus compliqué, c'est une fois qu'on a isolé ces mécanismes de survie, c'est comment on fait pour les transformer en médicaments. Mais 10 ans, 15 ans, en tout cas... Mais vous commencez à voir déjà aujourd'hui, parce que pour dire 10 ans, ça semble court finalement comme échéance. Oui, c'est court. Vous commencez à voir, à reconnaître des patterns C'est un tout petit peu tôt. En fait, on a commencé la collecte de ces fameuses données. On a commencé au mois de juin 2024, donc il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, on a collecté un peu plus de 450 échantillons, donc 450 tumeurs, 450 patients dont on a récolté les données. Donc c'est encore un petit peu tôt. La cohorte, l'indication, la maladie sur laquelle on est le plus avancé, c'est le pancréas, qui est une des maladies qu'on étudie. Donc on a en effet commencé à isoler ce qu'on appelle des signatures et des targets, des cibles thérapeutiques, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Il faut qu'on aille plus loin dans l'analyse et qu'on ait plus de patients. Mais c'est encourageant parce qu'on trouve des choses. Et paradoxalement, on va peut-être en trouver un peu trop. Après, le challenge, c'est justement de trier tout ça, d'isoler les signatures et les cibles les plus pertinentes et les plus robustes. J'imagine qu'il y a aussi des paramètres aujourd'hui insoupçonnés. On n'a pas forcément tout mesuré chez ces patients. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer, collecter de la donnée qu'on n'a pas forcément collectée au départ? C'est une très bonne question. Vous suivez les patients après? Alors, juste pour expliquer pour vos téléspectateurs, l'étude elle est rétrospective puisqu'on s'intéresse à des gens qui ont survécu. Donc un des critères pour être décrété survivant, c'est une survie à plus de 5 ans après le diagnostic en phase terminale. D'accord. Donc par définition, pour répondre à votre question, les données qu'on va collecter, c'est des données qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, y compris les données cliniques. En revanche, les médecins se souviennent tous de ces cas-là, parce que quand ils ont un cas exceptionnel comme ça d'un patient qui survit, contre toute attente, un, ça les a marqués, et deux, généralement, les données sont quand même bien conservées, bien archivées. Donc on arrive assez facilement à récupérer les données cliniques, tout le dossier médical du patient. En revanche, les échantillons, comme certains ont 10 ans, 15 ans, parfois même 20 ans, ils ne sont pas toujours dans un état de conservation idéal. Donc on a un peu d'attrition, on a un peu de perte. On se rend compte parfois que quand on réceptionne des échantillons, malheureusement, ils sont un peu endommagés, mais ça reste une minorité. La grande majorité des échantillons, on a suffisamment de tissus pour les analyser. Mais vous vous arrêtez donc à ce moment-là
5 ans en arrière, vous ne continuez pas à collecter de la donnée Non, après la survie non, c'est une du étude patient. rétrospective et c'est une étude non interventionnelle, c'est-à-dire que voilà, on ne collecte pas de la donnée actuelle. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comprendre pourquoi ils ont survécu. Alors, j'ai cité 4 centres d'oncologie. D'ailleurs, je les ai pas cités, mais je vais le faire. L'Institut Gustave Roussy, le centre Léon Bérard. Il y a aussi l'hôpital universitaire de la Charité en Allemagne, l'Institut d'oncologie de Val d'Hebron en Espagne. Et puis là, vous avez annoncé la collaboration, enfin même une collaboration très étroite avec la PHP. Qu'est-ce qui va se passer ? La PHP, à l'image de d'autres hôpitaux avec qui on travaille, va mettre à disposition les échantillons et les données de survivants du cancer du pancréas. Donc on commence par cette indication. Plus de 50 cas de survivants exceptionnels du cancer du pancréas ont été recensés à la PHP. Et donc on va faire avec eux ce qu'on fait avec d'autres hôpitaux. On va rapatrier toutes les données, les analyser, leur restituer les résultats de nos analyses et entamer ensemble une démarche de collaboration scientifique. Et là aussi, vous fixez une échéance ? Non. Encore une fois, il n'y a pas la PHP, puis Charité à Berlin, puis VHIO à Barcelone. On agrège tout ça. Tout ça travaille. Mais ce qu'on essaie de faire en revanche, c'est de collecter rapidement la donnée. C'est-à-dire que quand on conclut un partenariat avec un hôpital, on essaye d'aller vite avec eux sur le rapatriement et la collecte des données. Merci beaucoup Nicolas Volikoff pour ces perspectives que vous nous offrez et puis pour le travail que vous fournissez avec ces centres hospitaliers. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Cure 51. Nous on enchaîne avec un débat sur les cryptos. On va voir quelles sont les techniques des pirates et puis comment se protéger. Alors, ce talk est consacré au piratage des cryptos. On va parler des techniques qui sont utilisées par les pirates et aussi on va écouter les conseils des experts. Avec nous, Olivier Laurélie. Bonjour. Bonjour Delphine. Je vais y arriver. C'est le pseudo en fait qui me perturbe. J'avais envie de dire Bluetooth et je me suis emmêlé les pinceaux. Consultant sécurité web, vous êtes actif au sein des communautés de hackers françaises et européennes. Sur X, vous traquez, me semble-t-il, avec force les arnaques aux cryptos. Vous êtes également le fondateur du site Reflet Info où vous publiez des articles sur la sécurité mais aussi la liberté numérique. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on est connecté à distance avec Margot Eckle. Bonjour. Vous êtes senior investigator chez Chainalysis. Je vais y arriver aussi avec mon anglais magnifique. Spécialisé dans la criminalité financière liée aux crypto-monnaies. Alors juste pour rappeler, votre entreprise, c'est une entreprise américaine d'analyse de blockchain qui accompagne le secteur financier, les acteurs de la crypto et les forces de l'ordre dans l'identification et la protection contre les criminels du web. Déjà, je voulais commencer par une petite mise au point, parce que pour comprendre pourquoi il y a des piratages, pourquoi leur nombre explose et les montants dérobés s'envolent, il faut s'intéresser à où le bas blesse. Or, quand on parle de crypto-monnaie, on parle d'une technologie qui s'appuie sur la blockchain, qui est censée donc être une sécurité très résistante, résiliente au piratage. Donc, qu'en est-il de cette sécurité de la blockchain et comment peut-elle être piratée ? Avec qui je commence ? Allez, Bluetooth. Olivier. Alors bon, c'est un vaste sujet. Très souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les blockchains elles-mêmes qui sont attaquées, mais ce sont les utilisateurs et la mauvaise hygiène informatique dont ils font preuve. Typiquement, c'est sur les réseaux sociaux que vous allez trouver le plus grand nombre d'arnaques. Vous allez trouver des bots ou des personnes qui vont vous aborder en vous proposant d'investir dans un même coin qui vient de sortir. Voilà. Bon, tout ça, évidemment, c'est des arnaques entre contact en principe pour des cryptos. C'est forcément des arnaques, en particulier quand c'est vous pensez que c'est votre influenceur favori, ce n'est pas lui, très souvent, en fait, c'est une autre personne. Voilà, là, on est vraiment sur du bas niveau. Après, on peut monter sur des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, beaucoup plus organisées, comme les supply chain attacks. On en a une il n'y a pas longtemps, je pense qu'on va en parler avec Margot. Un piratage à 1,5 milliard de dollars. Ouais. Donc le piratage. Ça, on parle en milliards de dollars à chaque fois quand même. Alors normalement, on est plutôt habitué à parler en centaines de millions, ce qui est déjà pas mal. Mais au total, à l'année, on parle de à l'année, on parle de milliards, effectivement, oui. Donc, tout simplement, pourquoi il y a de l'attrait pour la cybercriminalité dans ce milieu ? C'est tout simplement parce qu'il y a de l'innovation. À partir du moment où vous avez de l'innovation, vous avez des arnaques. C'est plutôt bon signe en principe. Donc, voilà pour cette première question. Bon, alors Margot, vous êtes d'accord avec ça ? On peut dire quand même que la blockchain, c'est une technologie robuste. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une mauvaise conception du manque de sécurité qui entoure la blockchain, parce qu'en fait, si on en revient en pourcentage du volume total lié à la cybercriminalité, donc si on prend le rapport annuel de Chainalysis sur la criminalité liée aux crypto-monnaies, on voit que seulement
0,14% de toute transaction blockchain est liée à une certaine forme d'activité illicite. Donc en fait, en termes de proportion par rapport à l'activité globale qui se passe dans cet écosystème, la criminalité est vraiment très très limitée. Et je rajouterais à cela que avec tout ce qui a trait à la blockchain, aux crypto-monnaies, il y a une opportunité énorme du fait qu'elle est transparente. Il y a une idée préconçue qui est que la blockchain est anonyme. Ce n'est pas vraiment le cas au final. Il est possible de tracer des fonds volés, il est possible de comprendre comment ces acteurs criminels interagissent sur la blockchain en temps réel. Donc c'est véritablement une opportunité pour lutter contre ce genre d'activité. Mais donc, ça veut dire quoi? Si le nombre de piratages augmente, c'est parce qu'il y a plus d'investisseurs en crypto et donc proportionnellement plus de risques. Ah oui, tout à fait. Il faut savoir que vous avez plus en France d'investisseurs crypto que d'investisseurs dans les actions en bourse. Donc déjà rien que ça. Vous avez un autre élément qui est la relative jeunesse des investisseurs crypto. Bon, c'est vrai que des fois on est vraiment bien formés, des fois on l'est un petit peu moins. Il y a quand même de nouvelles menaces qui sont réellement liées aux cryptos. Alors rentrons dans les types d'attaques. Parce que vous disiez, il y a des bas niveaux vraiment de type phishing. Quelles sont ces attaques plus sophistiquées dont il faut se méfier? Alors, celle dont je parlais tout à l'heure, visant Bybit, il n'y a à peu près aucune chance que vous en essuyez une. C'est vraiment pour des très gros montants, c'est une attaque ciblée qui a mérité énormément de travail derrière, qui a nécessité énormément de travail. Et puis après, il faut les blanchir, tous ces fonds. Donc le vrai problème, il est plutôt au niveau de votre hygiène informatique standard. C'est-à-dire que déjà, si vous commencez par avoir une stratégie de conservation de vos cryptos, c'est déjà bien. C'est-à-dire conserver comment? Il faut les conserver comment? Alors, en crypto, on a ce qu'on appelle la self-custody. C'est-à-dire que, contrairement à une banque, vous n'avez pas d'intermédiaire, vous pouvez conserver vos clés de chiffrement duquel dépendent vos cryptos. Et dans ces cas-là, vous avez une petite phrase avec 24 mots qu'il va falloir sécuriser. Alors, il n'y a pas de honte à dire que vous pouvez, par exemple, la laisser dans un coffre-fort en banque. Ça coûte entre 100 et 300 euros par an. C'est plutôt une bonne idée. Évitez de garder ça chez vous si vous avez des gros montants. On a vu des gens qui se sont fait enlever. Il y a des attaques physiques maintenant sur les détenteurs de crypto, notamment quand vous êtes des personnalités publiques. De toute façon, si vous conservez vos cryptos, la première des choses à faire, c'est de disposer d'un wallet physique, ce qu'on appelle un cold wallet, et d'éviter de connecter à Internet. Séparez vos activités. Si vous avez du long terme, vous gardez vos bitcoins sur du long terme, vous les gardez sur une clé Ledger qui ne se connecte pas à Internet. Et vous pouvez faire de la DeFi et d'autres choses avec un autre wallet. Donc ça, la segmentation, c'est vraiment déjà le premier truc qui peut vous sauver la face. Ok, intéressant. Je vous relance, Margot, sur les techniques d'attaque. Qu'est-ce que vous voyez le plus fréquemment passer et quelles sont les techniques les plus perfectionnées dont il faut commencer à apprendre à se méfier? Oui, je pense qu'en termes de type d'attaque que l'on peut voir, ou en tout cas ce qu'on a vu très régulièrement au cours de l'année dernière, je les catégoriserais en trois grands groupes. Tout d'abord, tout ce qui a trait au rançongiciel ou le ransomware, donc vraiment le vol de données qui sont ensuite utilisées pour extorquer une rançon aux victimes ciblées. Il y a également tout ce qui est fraude et escroquerie, donc ça a tendance à impacter plus les particuliers. Donc un exemple de ce genre d'attaque sont les types de pig butchering, qui sont des situations où en fait un attaqueur va construire une relation de confiance avec une victime et l'amener à investir dans des projets frauduleux. Et finalement, Olivier parlait de Bybit, donc vraiment tous ces hacks, donc ces attaques de fonds volés qui sont dans énormément de circonstances menées par des groupes étatiques. Et donc les raisons pour lesquelles vraiment, à notre sens, ces trois types d'attaques sont extrêmement importantes et il faut se focaliser dessus, c'est parce que ce sont des groupes qui deviennent de plus en plus organisés et qui de plus en plus utilisent des technologies avancées comme l'intelligence artificielle pour mener à bien leurs opérations. Donc cela amène à une ampleur qui est complètement... c'est du jamais vu, quoi. Oui, c'est sûr qu'il y a l'IA qui vient s'ajouter à ça. Alors, je disais que sur X, Olivier, vous traquiez les influenceurs, les faux influenceurs, enfin bon, les arnaqueurs, quoi, pour dire vite. Mais je me posais la question des plateformes d'échange elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont suffisamment sécurisées? Parce que parfois, on peut s'en remettre à une plateforme et avoir de mauvaises surprises, non? Alors, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits depuis l'époque du piratage de MTGOX, qui était l'échangeur au Japon, tenu par un Français qui s'est vu vider tous ses bitcoins. Et aujourd'hui, il y a eu quand même énormément de choses qui ont été faites au niveau des échanges. Donc, ce qu'on appelle du proof of reserve, c'est-à-dire que les échanges vont
montrer qu'ils détiennent bien en fait en propre les cryptos que les gens achètent sur les échanges. Mais même là, on se rend compte que ce sont des sites de choix, si vous voulez, parce que c'est là que se concentrent quelques milliards. Oui. Donc, du coup, oui, comme on l'a vu malheureusement avec Bybit, eux aussi peuvent être la cible de ça, et de manière très directe ou indirecte. Et puis, de temps en temps, sur des choses plus décentralisées, donc hors des échanges centralisés, vous avez des projets eux-mêmes qui vont monter des smart contracts sur lesquels vous allez pouvoir déposer des fonds, faire de la DeFi. Hein. Et là, vous pouvez également vous faire vider vos fonds s'il y a une vulnérabilité dans le smart contract. Donc voilà, il faut être sûr que quand vous déposez des fonds, le truc a été bien audité, qu'il y a une équipe à peu près sérieuse derrière, que le projet est legit. Donc il faut faire ses devoirs tout simplement avant de déposer des sous quelque part. Oui. Vous diriez quoi sur les plateformes d'échange aujourd'hui, Margot? Elles sont suffisamment sécurisées? Alors, il y a eu de grands progrès qui ont été faits sur ces quelques dernières années. Je dirais que donc Olivier parle beaucoup en fait de la responsabilité de l'individu quand il interagit avec ce genre de plateforme, et c'est un facteur essentiel pour justement s'assurer de la sécurité de ses fonds. Il y a également une responsabilité de la part de l'échange ou de la plateforme décentralisée à partir du moment où elle peut le faire, de mettre en place, comme il le disait, des audits réguliers, des systèmes de sécurité robustes qui sont régulièrement mis à jour pour justement pallier à l'évolution constante des menaces cyber. Et donc, ce genre de structures peuvent notamment être amenées par des régulations diverses, comme la régulation MiCA qui a été mise en place récemment dans l'UE. En Europe, oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous dites qu'il faut privilégier les plateformes européennes? Alors oui, Ouais. si vous le pouvez, en fonction des cryptos que vous allez acheter, parce qu'elles ne sont pas toutes disponibles sur tous les exchanges, oui, évidemment, privilégier les plateformes qui sont PSAN, donc prestataires de services sur actifs numériques. Vous avez une liste sur le site de l'AMF, vous avez une blacklist aussi sur le site de l'AMF de celles à éviter. Bon, c'est des blacklists, il faut comprendre un truc, c'est vraiment quand vous allez postuler pour être PSAN, vous allez obtenir un papier, mais ça ne veut pas dire que vous êtes invulnérable. Vous avez des plateformes qui ne sont pas PSAN et qui ont des niveaux de sécurité tout à fait satisfaisants. Alors qu'est-ce qu'il faut aller regarder? Voilà. Comment on peut faire sa propre enquête? C'est très compliqué, d'autant plus que si vous prenez les plus gros, prenez Binance par exemple, on sait qu'il y a eu des fuites de données personnelles, il n'est pas rare que vous receviez un coup de fil d'une personne qui se fait passer pour l'équipe de Binance et vous demande de signer un smart contract pour obtenir un airdrop, donc obtenir la crypto. Là encore, une fois, c'est des arnaques. Ouais. Et ne faites jamais rien dans la précipitation, surtout quand vous êtes appelé au téléphone comme ça, il y a des choses qui arrivent assez sales comme ça malheureusement. Ouais. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, Margot? Parce que finalement, on se dit c'est quand même d'énormes prises de risques. Mais alors, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, à contrario? Alors, sans nécessairement parler sur les opportunités d'investissement, ce que je souhaiterais rajouter à ce qu'Olivier disait, c'est que finalement, je pense pas qu'on puisse arriver à une situation où en fait on évite complètement le crime ou juste l'arnaque. Et donc en fait dans ce genre de situation, il faut mettre en place des procédures qui permettent de limiter l'impact sur la victime. Et donc je pense que d'un côté, il y a une nécessité de continuellement améliorer notre visibilité de ce qui se passe sur la blockchain pour être justement capable de suivre cette activité criminelle en temps réel. Mais il y a également une nécessité de passer d'un modèle réactif, donc un modèle réactif étant une attaque qui est arrivée, maintenant essayons de retrouver les fonds, identifier le criminel, etc., à une approche un peu plus préventive où on essaye d'identifier ce genre d'activité, ce genre d'acteurs avant qu'ils aient eu un impact trop conséquent sur des victimes visées. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place, notamment au sein de Chainalysis. Justement, un exemple étant l'acquisition de deux sociétés qu'on a fait au cours de l'année dernière, Exagate et Alteria, qui sont en fait des plateformes qui utilisent des technologies comme l'IA pour identifier des acteurs, identifier des attaques avant qu'elles aient eu un impact trop conséquent. Et donc je pense que voilà, dans cette situation où la criminalité existera toujours, il faut mettre en place des mesures pour mitiger les conséquences et l'impact financier sur les victimes. Alors, j'ai vu aussi passer récemment, alors je vous éloigne un peu des crypto-monnaies, mais je vous amène vers les NFT. Oh.
C'est un autre problème. Voilà, j'ai vu passer une petite capture d'écran d'un acheteur de NFT qui s'était retrouvé avec plus rien d'un seul coup. Il a perdu l'objet virtuel qu'il avait acheté. Alors là, il y a une technique qui est redoutable, malheureusement, qui consiste à spammer un utilisateur, un wallet d'utilisateur, avec des transactions, des petites transactions, des fois des NFT sans aucune valeur, des fois, enfin voilà. Mais pour qu'il y ait une interaction avec une adresse qui va être générée par le pirate et qui va ressembler à une adresse sur laquelle vous avez l'habitude d'interagir. Et si malheureusement vous allez prendre votre adresse dans votre historique, vous allez tomber sur l'adresse du pirate qui va récupérer tout au fond. Donc c'est ça ce qui s'est passé en l'occurrence. C'est probablement ça, c'est quelque chose de très très classique, ou quelque chose de s'en approchant du moins, mais c'est quelque chose malheureusement de très classique. Donc c'est pas la plateforme qui d'un seul coup a fait disparaître le NFT, c'est un vol c'est un vol avéré. Tout à fait, oui. D'accord. Pareil, Margot, les NFT, est-ce que c'est un univers un petit peu plus risqué encore que celui des crypto-monnaies ? Alors, je pense que les risques, en fait, sont similaires finalement, parce que l'attaque dont parlait Olivier, c'est quelque chose que l'on voit également dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, si vous avez l'habitude d'envoyer des fonds régulièrement à une adresse, il est tout à fait possible qu'à travers ce genre d'attaque, vous envoyiez des crypto-monnaies au même attaqueur. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que les NFT, comme les cryptos, sont traçables. On voit à qui elles sont reliées. Et donc, encore une fois, il y a cette possibilité d'agir et de prévenir. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent s'ils ont été victimes de fraude ? Il y a des recours, on peut récupérer son argent ? Alors malheureusement, c'est très compliqué de récupérer. On envoie un message à Bluetooth pour au non, secours. la première des choses à faire, c'est réellement d'aller porter plainte déjà, qui est une trace et qui est un minimum d'enquête dessus. Mais malheureusement, les fonds crypto, une fois volés, c'est très très difficile à récupérer. Vraiment très difficile à récupérer. Et je crois, sans me tromper, d'ailleurs c'est quelque chose qui était consigné dans le rapport de Chainalysis, qui était que les investissements qui sont faits, même au niveau européen et au mondial, dans la lutte contre la cybercriminalité, sur ces actifs numériques est bien plus importante en investissement que ce qu'on peut récupérer. Okay. Donc on finance à perte quelque part des mesures un peu complexes à mettre en place. C'est parfois ce qu'on me dit sur la réglementation d'ailleurs. Ouais. Margot, même question sur des conseils que vous pourriez donner aux personnes qui ont été victimes de piratage de crypto. Oui, je pense exactement ce que disait Olivier. C'est vrai que malheureusement, en termes de recouvrement de fonds, c'est très limité par rapport à la quantité en termes absolus de volume qui sont volés. Par contre, c'est pour cela que on essaye de plus en plus de collaborer avec le secteur public dans ce côté préventif, justement. Parce que dans une situation où il est extrêmement difficile d'identifier et de récupérer des fonds volés, le recours le plus important, c'est vraiment d'empêcher cette attaque d'arriver en premier lieu. On peut se retourner contre la plateforme d'échange Il faudrait vraiment qu'il y ait une faute de la plateforme, mais a priori, c'est assez compliqué. Pas facile de prouver la responsabilité aussi. Déjà d'une part, sans compter que certaines entités de certaines plateformes, des fois, quand elles sont PAPSAN, c'est un peu compliqué de les joindre parce qu'on ne sait pas trop bien où elles sont localisées géographiquement ou dans des paradis fiscaux. Donc c'est vraiment très très compliqué. Donc c'est vraiment la prévention qui est nécessaire, bonne hygiène numérique, comme dans tous nos usages du numérique, finalement, mais peut-être avec encore plus de vigilance quand on parle d'investissement financier. Voilà. Margot, un mot de la fin, peut-être, on a 10 secondes. Oui, je pense juste une prise de conscience un peu plus collective de tout individu qui veut se lancer dans la crypto et juste être conscient des risques avant d'investir. C'est pas qu'un risque boursier, c'est aussi. Je suis entièrement d'accord avec Margot. Un risque numérique. Si ça vous brûle les mains d'aller investir sur des cryptos, c'est que c'est trop tôt. Passer 2 mois à étudier les risques et tout ça, regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un exchange, comment on manipule une ledger par exemple, avant d'envoyer vraiment des fonds dessus. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Margot Heckle d'avoir été avec nous, senior investigateur chez Chainalysis, et Olivier Laurély, consultant sécurité web et cofondateur de Reflet.info. Merci encore. Merci. C'est le moment de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'Écran Mobile, qui revient cette semaine sur le succès de l'Apple Watch, montre connectée qui a fêté ses 10 ans, son 10e anniversaire, et dont on va regarder comment elle peut se réinventer.
Bonjour Delphine, effectivement, l'Apple Watch est commercialisée depuis 10 ans, mais elle avait été dévoilée quelques mois plus tôt, à l'automne 2014, par Tim Cook. Et c'était d'ailleurs le premier produit conçu et commercialisé sous son aire, puisque sous sa responsabilité, puisque les précédents succès d'Apple, le Mac, l'iPad ou l'iPhone, avaient été conçus sous la direction de Steve Jobs, l'illustre fondateur d'Apple. Alors le premier modèle d'Apple Watch était un chef-d'œuvre de miniaturisation, avec un écran Retina avec retour de force, un écosystème d'applications, un capteur de fréquence cardiaque, un écosystème également qui gérait le paiement et des bracelets interchangeables. Donc un gros succès pour cette première version. Je me rappelle bien d'avoir craqué d'ailleurs. Et vous diriez qu'elle a beaucoup évolué en 10 ans ? Pas trop, puisque son successeur, l'Apple Watch Série 10, est assez proche du modèle original. Alors, il y a eu quelques innovations en matière de matériel, la 4G, le GPS. Le boîtier est également un petit peu plus fin, l'écran est un peu plus grand, d'ordre de 46 mm. Donc il y a une vraie continuité entre le premier modèle et la série 10. Sur le haut de gamme, Apple a également conservé son partenariat avec Hermès, avec une montre disposant de fond d'écran et de bracelets spécifiques, vendu environ $2000, mais ils ont renoncé au modèle le plus cher qui avait été lancé il y a 10 ans, l'Apple Watch Edition, qui était à l'époque commercialisé plus de $10 000. Et dans le domaine plutôt de l'entrée de gamme, Apple a conservé son partenariat avec Nike, mais ils ont lancé un autre modèle beaucoup plus cher, l'Apple Watch Ultra, dédié aux sportifs et aux baroudeurs, bardé de capteurs et permettant de mesurer ses performances aussi bien sur terre que dans l'eau. L'Apple Watch, c'est quand même un succès. Alors, oui, Apple n'a jamais divulgué les chiffres précis, mais les cabinets d'études estiment que 4 millions d'Apple Watch ont été vendus la première année, 12 millions en 2016, et qu'aujourd'hui, les ventes se situeraient entre 30 et 40 millions d'unités. Alors, c'est un chiffre qui pourrait paraître modeste, si on compare avec les ventes de l'iPhone, qui dépassent les 200 millions d'unités chaque année, mais pour se rendre compte, c'est le double de la totalité des ventes de l'industrie horlogère suisse, évaluée à 20 millions d'unités par an. Donc, c'est quand même un beau succès sur un marché concurrentiel. Mais ces dernières années, la part de marché d'Apple s'est quand même légèrement érodée. Elle serait passée d'à peu près 23% à 19% l'année dernière. Et le marché des montres connectées lui-même serait en léger repli de l'ordre de 7%. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que cette Apple Watch se réinvente. Oui, évidemment, Apple travaille déjà sur de nouveaux modèles. Il y a pas mal de rumeurs depuis quelques semaines. On parle par exemple d'une connectivité satellitaire qui pourrait compléter la 4G et qui permettrait d'utiliser son Apple Watch de manière totalement autonome dans les zones blanches, ce qui pourrait intéresser les sportifs. C'est une technologie qu'on retrouve déjà sur l'iPhone depuis déjà 2 ans. On évoque également les réflexions d'Apple pour porter la 5G dans l'Apple Watch et également peut-être introduire une mini-caméra, ce qui permettrait de faire de la visiophonie, comme on a beaucoup vu dans des films de science-fiction, dans la BD. Je pense notamment à Sophie, la nièce de l'inspecteur Gadget, qui avait déjà ça il y a une quarantaine d'années. Et ces meilleures performances, cette meilleure connectivité permettrait sans doute également à l'Apple Watch de bénéficier d'Apple Intelligence, d'un Siri amélioré et d'avoir des fonctions de coaching améliorées dans le domaine du sport ou de la santé. Oui, la santé, ça c'est un gros potentiel, j'imagine, pour le futur de l'Apple Watch. Oui, effectivement, et avec le vieillissement de la population occidentale, les analystes pensent que ce sont ces fonctions de santé qui vont aujourd'hui relancer l'intérêt pour l'Apple Watch et les montres connectées. Alors, Apple a beaucoup investi ces dernières années dans des fonctionnalités. On parlait de capteurs de fréquence cardiaque, d'électrocardiogramme, de capteurs d'oxygène dans le sang, de détection de l'apnée du sommeil, de capteurs de température, et les futurs Apple Watch pourraient être capables de surveiller la pression artérielle, voire de mesurer la glycémie dans le sang. Ça serait une fonction non invasive, très attendue par les diabétiques du monde entier. Et ces données de santé, ces données personnelles particulièrement sensibles, pourraient permettre peut-être à Apple aussi de combler son retard dans l'intelligence artificielle en nous donnant des conseils pour rester en bonne santé, voire en alertant notre médecin en cas de nécessité. Et peut-être qu'un jour, on pourrait espérer que l'Apple Watch soit remboursé par la sécurité sociale. Peut-être. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Écran Mobile. Merci pour vos éclairages et merci à vous tous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech. À très bientôt.